Bien, dans la vidéo d'introduction, je vous ai donc défini ce qu'on appelait la physique classique. Essentiellement trois sciences, la mécanique, la thermodynamique et l'électromagnétisme. Il faut savoir que ces trois sciences ont été un apogée de la physique à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on pensait que tout était compris dans la nature, à tel point que, par exemple, un scientifique qui s'appelait Lord Kelvin, juste en 1899, juste avant de passer au XXe siècle, disait « il n'y a plus rien à comprendre en physique », il s'adressait à des étudiants, on a tout compris, il ne reste plus qu'à modifier quelques chiffres, à faire des mesures de plus en plus précises. Alors, on va voir que cette position était évidemment parfaitement incorrecte, qu'en fait, il allait falloir tout casser, et on va juste résumer quelles ont été les deux grandes entités qu'on avait à considérer après ce 19e siècle. Alors, si vous préférez, dans la nature, si vous faites de la physique classique, il y a deux types d'objets qui sont antagonistes l'un de l'autre, c'est-à-dire que ce sont deux objets qui, à eux deux, couvrent la réalité complète de la nature, du moins c'est ce qu'on pensait au 19e siècle, et si vous êtes l'un de ces objets, vous ne pouvez pas être l'autre. Ou, réciproquement, si vous êtes un objet, l'autre, à ce moment-là, est automatiquement exclu. Alors, le premier objet qui a été introduit, c'est... Enfin, dont je vais parler, parce qu'en fait, c'est le dernier qui a été introduit, c'est la notion d'onde. C'est-à-dire que, quand vous regardez un phénomène dans la nature, vous devez vous poser, est-ce que ce phénomène est de nature ondulatoire ? Alors ça veut dire quoi de nature ondulatoire ? Bien, ça veut dire que vous avez un phénomène qui est périodique dans l'espace ou périodique dans le temps. On appelle ça une onde. Quand on a une périodicité spatiale, on va avoir ce qu'on appelle une longueur d'onde qui définit la distance entre deux maximums. Et lorsque la même chose se produit dans le temps, on va avoir ce qu'on appelle une fréquence qui va correspondre à l'inverse de la période, c'est-à-dire le nombre de maximum ou de minimum qui passe par unité de temps en un lieu donné. Longueur d'onde et fréquence sont reliées par ce qu'on appelle la vitesse de phase, c'est-à-dire la vitesse à laquelle se propage cette déformation périodique qu'on appelle l'onde. Alors, ça, ce sont les paramètres principaux, fréquence, longueur d'onde, et lorsque vous les multipliez, donc, vous obtenez ce qu'on appelle la vitesse de phase. À côté de ces paramètres, on va définir d'autres entités. L'amplitude, c'est-à-dire quelle est la valeur maximale ou minimale que prend l'onde. Donc ça, c'est une autre caractéristique des ondes, elles ont une amplitude. Et puis aussi ce qu'on appelle une phase, c'est-à-dire qu'une onde, si vous voulez la comprendre, il faut définir une origine. Parce que si vous ne définissez pas l'origine, qui est le point x égale 0, ou le point t égale 0, votre onde, vous ne savez pas ce qu'elle est, parce qu'elle se répète de façon périodique, donc il faut ce qu'on appelle la phasée. Ce qui fait que quand vous avez plusieurs ondes, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des différences de phase, c'est-à-dire que par rapport à la même origine, les maximums et les minimums ne sont pas exactement à la même valeur, ce qui fait qu'on va avoir le phénomène d'interférence. Et c'est cette phase, l'existence de cette phase, qui définit en fait le phénomène ondulatoire, par les interférences que vous pouvez faire lorsque vous manipulez ces objets. Alors ça, j'en reparlerai quand on fera la formation sur l'électromagnétisme. Là, juste, je vous présente l'onde, parce qu'il va se trouver qu'en physique quantique, on va utiliser ce concept. Donc, il vaut mieux savoir exactement de quoi on parle. Alors, à côté de l'onde, on peut aussi définir différents paramètres. On peut définir ce qu'on appelle la pulsation, qui est en fait la même chose que l'onde dans le temps, mais on ramène non pas à une variation par unité de temps, mais c'est un cycle, c'est le nombre de cycles par unité de temps. C'est-à-dire qu'on considère qu'on fait un cercle et on regarde combien de fois on repasse par l'origine dans l'unité de temps. Ça s'appelle la pulsation, on la note oméga, et elle est définie comme étant la longueur de la circonférence d'un cercle unité de pi que multiplie la fréquence du phénomène vibratoire. On a aussi associé à la partie spatiale ce qu'on appelle le vecteur d'onde, qui est là aussi fait intervenir le cercle de pi,
C'est-à-dire qu'on prend l'inverse de la longueur d'onde et on multiplie par 2π pour définir une quantité qui est le vecteur d'onde. Et avec ces deux nouvelles quantités, pulsation et vecteur d'onde, on peut définir une dernière vitesse, qui est ce qu'on appelle la vitesse de groupe. Vitesse de groupe, c'est la vitesse à laquelle se propage l'énergie. Parce qu'une onde transporte une énergie. La phase, elle, ne transporte rien du tout, si ce n'est de l'information. Mais l'énergie, elle, est transportée par la vitesse de groupe, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dispersion les pulsations en fonction des vecteurs d'onde, et c'est cette dispersion qui traduit la vitesse, puisqu'oméga est une fréquence et que le vecteur d'onde est l'inverse d'une longueur. Donc ici, si vous prenez la pulsation et que vous divisez par le vecteur d'onde, vous obtenez bien une vitesse. Alors il y a juste le petit d qui est là, qui veut dire que c'est une différentielle, c'est-à-dire qu'on considère une variation infinitésimale de fréquence rapportée à une variation infinitésimale de longueur d'onde, de vecteur d'onde. Ça c'est classique en physique. Voilà, donc j'ai à peu près terminé avec ce premier phénomène ondulatoire, donc, qui se caractérise par des interférences. Alors comment on met en évidence ces interférences? Bien, c'est une expérience qui est très simple. Vous prenez votre phénomène, vous le faites passer entre deux fentes, et si vous voyez des franges d'interférence après que le phénomène soit passé à travers les deux fentes, c'est que vous avez un phénomène ondulatoire. Alors l'autre phénomène qui est antagoniste à l'onde, c'est la particule. C'est-à-dire qu'on va, au contraire, lorsqu'on, par exemple, on envoie quelque chose qu'on soupçonne être particulaire entre deux fentes, eh bien, on va récupérer, non pas un diagramme d'interférence, parce que la particule n'a pas de phase. Donc, on va simplement récupérer deux traces, là où sont deux images de la fente, des deux fentes qu'on a utilisées. Alors, cette notion de particule, elle a été immortalisée dans la notion d'atome. Et les atomes, ce sont ces petites boules que vous voyez ici. Donc on prend des boules, là c'est des boules noires, là c'est des boules grises, là c'est des boules rouges. Alors en fait, bon, c'est des codes de couleurs, hein. La boule noire symbolise du carbone, les boules grises symbolisent des atomes de métal, comme le cuivre, l'argent, l'or. La boule rouge symbolise un atome qu'on appelle l'oxygène, et la boule blanche symbolise un atome qu'on appelle l'hydrogène. Donc l'idée, elle est simple avec les particules. Je vais me tourner. Voilà. Et maintenant, vous voyez, toute la nature est là, dans mon dos. C'est-à-dire qu'il y a une centaine de boules différentes. Et avec ces boules, ce qu'on appelle la classification périodique de Mendeleïev, vous pouvez expliquer toutes les lois de la chimie. C'est-à-dire toute la chimie, toute la biologie se résume à des mouvements de ces boules. Comme vous l'observez ici, ces boules sont aussi reliées par des bâtons. Ça, c'est la vision classique du 19e siècle. Ces bâtons symbolisent ce qu'on appelle des liaisons chimiques. C'est-à-dire que les boules ne peuvent pas se séparer. Elles sont obligées de rester liées les unes aux autres et elles définissent ce qu'on appelle des structures. Vous avez ici, par exemple, deux structures pour le carbone, qui est un élément de la nature, un élément naturel. Vous avez ce qu'on appelle la structure graphite, avec ces plans qui forment des feuillets. Et puis vous avez la structure tridimensionnelle qu'on appelle le diamant. Ces deux structures correspondent à la même formule carbone. Simplement, c'est la disposition spatiale dans l'espace qui va faire qu'on a deux types de carbone solide pour décrire cette matière qu'on appelle le carbone. Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est que ces atomes, ils ont d'abord été introduits par les Grecs, c'est toute la philosophie d'Épicure et Démocrite, et on est allé rechercher cette théorie, je ne vais pas rentrer dans les détails, on est allé rechercher cette théorie à la fin du 19e siècle pour expliquer donc, le comportement comment se comportent ces atomes lorsqu'ils forment des molécules. Donc des molécules, évidemment, vous en avez une ici, c'est la molécule d'eau qui s'associe en deux hydrogènes qui s'associent à un oxygène. Et il faut savoir que ces atomes n'ont pas été acceptés tout de suite. Ils ont été introduits au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et
il a fallu attendre la fin du 19e pour qu'on soit sûr qu'ils existent. C'est le français Jean Perrin, qui est le créateur du CEA et du CNRS, qui a démontré de façon magistrale dans un livre qui s'appelle Les atomes. Il a démontré, il a calculé le nombre d'Avogadro, comme vous le voyez ici. Il a recensé 13 mesures différentes du nombre d'Avogadro qui nous dit combien on trouve d'atomes dans une mole de matière. Et donc, vous voyez, c'est toujours à peu près le même chiffre. Donc ça veut dire que si vous utilisez des phénomènes physiques qui sont très différents, alors ça peut aller de la viscosité des gaz au mouvement brownien, de la répartition des molécules, du spectre du corps noir, bref. Si vous utilisez plein de phénomènes naturels différents et que vous faites de la physique, vous retombez toujours sur le même chiffre. Donc ça, ce n'est possible que si effectivement ces atomes ont une réalité physique, parce que s'ils sont derrière, c'est eux qui sont responsables du fait de leur existence, qu'on a toujours le même chiffre qu'on appelle aujourd'hui la constante d'Avogadro. Voilà, donc avec ça, on a donc le dogme du 19e siècle, c'est que toute lumière est, comme on l'a vu, une onde, c'est un phénomène vibratoire, et toute matière est composée de petites boules qu'on appelle les atomes qui forment des liaisons chimiques. Et avec la matière d'un côté atomique et la lumière vibration, on dira que c'est une vibration d'éther au 19e siècle, eh bien on couvre tous les phénomènes possibles de la nature. Par contre, il est absolument exclu que quelque chose qui soit ondulatoire puisse se traduire par un langage atomique, corpusculaire, ou que quelque chose qui se manifeste comme un atome puisse se traduire par un aspect vibratoire. La physique classique vous interdit de faire ce mélange. Et c'est ce qui la caractérise, et on va voir qu'effectivement, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mélanger ces deux concepts, ce qui va plonger la physique dans un abîme de perplexité pendant environ 30 ans. On va avoir 30 ans de folie pour comprendre comment un objet pouvait être à la fois, un phénomène pouvait être à la fois corpusculaire et ondulatoire.